On va démarrer la soirée. Avec Charlotte, plaisir. c'est Oui, bon? je pense que nous pouvons Je, commencer. je vois qu'il y a à peu près plus de 80 personnes déjà qui sont connectées. Tout à fait. J'accepterai au fur et à mesure les nouveaux entrants. Voilà. Écoutez, merci beaucoup à vous tous. On est très heureux de pouvoir tenir cette conférence de ce soir. C'est pas forcément évident dans les conditions que vous connaissez tous. Je vous demanderai simplement de couper vos micros pendant la tenue de la conférence. On procédera après à des échanges avec le public. Je vous incite à poser vos questions directement dans le chat et nous, on relèvera les questions et au fur et à mesure, avec Charlotte, on vous attribuera la parole si on peut vous donner la parole à chaque fois pour poser vos questions et venir alimenter le débat. Et éventuellement, si ce n'est déjà fait, vous renommez de préférence nom, prénom et éventuellement la structure à laquelle vous appartenez. Parce que je vois notamment un monsieur qui s'appelle Claire, donc je me doute que ce n'est pas le bon intitulé. Si vous pouvez éventuellement, en cliquant directement sur votre nom, vous pouvez renommer, clic droit, renommer nom, prénom, structure. Voilà. Donc ce soir, on est très heureux de vous accueillir pour cette conférence qu'on co-organise entre Ecopolis et le Conseil de l'Ordre des architectes en Île-de-France. Pour ceux qui ne connaissent pas Ecopolis, on est une association qui a pour mission de contribuer au développement soutenable de la société en accompagnant l'évolution des pratiques des professionnels actuels et futurs dans le secteur de l'aménagement et de la construction sur le territoire de l'Île-de-France. On est mu par des valeurs d'indépendance, on se veut accessible et la force d'Ecopolis, en fait, c'est le collectif, le réseau et tous les liens qu'on met en place avec tous les acteurs de l'Île-de-France. Aujourd'hui, on est 9 salariés, on va devenir une dizaine de salariés très prochainement. On a plus de 110 adhérents et on a une newsletter qui est consultée par 5500 abonnés mensuellement. On est soutenu par les services déconcentrés de l'État, par l'ADEME, par les CAUE. Et aujourd'hui, l'émission d'Ecopolis, c'est diffuser une info qualifiée. Donc, on a un centre de ressources avec énormément de ressources qui sont disponibles gracieusement, notamment en ligne. On a pour vocation d'encourager les bonnes pratiques dans le secteur de la construction et de l'aménagement, de favoriser les échanges entre professionnels, notamment à travers ce type de conférences comme celle de ce soir. Et on accompagne aussi depuis plus récemment les équipes, les opérations sur des projets en construction vertueuse environnementalement, à travers la démarche bâtiment durable francilien que l'on porte pour la région Île-de-France sur Ecopolis. Donc, on produit beaucoup de retours d'expérience qui sont tous disponibles en ligne. Je vous mettrai après dans le chat quelques liens sur les pages du site où pouvoir trouver toutes ces informations. On organise énormément d'événements, comme je vous disais. Et notre actualité, typiquement, on va avoir une conférence qui se tient le 15 octobre, qui sera en ligne, une commission BDF, pardon, qui sera en ligne, où il y a 4 projets qui seront présentés. Donc, je vous invite à vous inscrire. C'est les équipes projets qui vont venir soutenir leur projet et c'est des commissions qui sont ouvertes au public, donc vous pouvez vous y inscrire pour y assister. On a aussi dans nos événements futurs une formation qu'on pilote avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie qui est destinée à intégrer les eaux pluviales dans les projets d'aménagement. Donc, on vise plutôt un public d'aménageurs, idéalement de la Grande Couronne. Donc, pareil, je vous donnerai le lien pour retrouver toutes les infos sur le site Ecopolis si cette formation qui s'étale du 12 novembre au 4 février vous intéresse. On a également un événement le 5 novembre qui est une demi-journée en fait, sur les questions d'urbanisme et de santé qu'on organise avec l'ADEME et l'ARS. Donc pareil, je vous enverrai le lien sur le contenu de cette demi-journée. C'est sous forme de table ronde. Donc le 5 novembre. Voilà. Du coup, le thème de ce soir, en fait, on l'a élaboré avec le groupe Transition écologique du CROAIF,
Fabien va animer cette soirée avec moi et on a le plaisir d'accueillir Xavier Marier, donc, qui va nous faire un propos introductif sur toutes ces questions de zéro artificialisation nette, de renaturation des sols, qui sont assez nouvelles dans les discussions et les échanges, même si ce n'est pas un sujet nouveau d'un point de vue urbanisme et architecture. Fabien, est-ce que tu pourrais nous en dire deux, trois mots sur les grands enjeux qu'on va essayer de traiter ce soir? Ah, écoute, avec plaisir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc Fabien Gantois du Croix-If. Merci Sylvain, on est vraiment désolé de ne pas pouvoir vous accueillir dans la chapelle des Récollets. C'est la première fois qu'on a un RSD comme ça dématérialisé, donc un petit peu étonnant de se retrouver un peu éparpillé. À mon habitude, quelques chiffres pour commencer la soirée, et puis après je lui laisserai évidemment la parole au spécialiste que je ne suis pas sur ce sujet. Donc en 2015, l'artificialisation des sols en France, c'est environ 5 millions d'hectares, soit pour vous donner une image, c'est à peu près les régions d'Île-de-France et du centre Val-de-Loire réunies, voilà, qui sont occupées par du bâti, infrastructures, routes, parkings, etc. Alors, l'artificialisation des sols demeure une préoccupation majeure en France, puisqu'elle constitue un changement souvent irréversible de l'usage des sols, dont les conséquences peuvent être préjudiciables à l'environnement et à la production agricole. Résultant de l'urbanisation et de l'expansion des infrastructures, son évolution est rythmée par la dynamique, bien entendu, démographique, mais aussi par le développement économique. Il s'agit d'un phénomène qui se traduit par une consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, au profit d'implantations artificielles, parfois le mitage. Alors en France, plus particulièrement, l'artificialisation des sols, c'est principalement destiné à l'habitat pour les 2/3 et elle se localise principalement dans les métropoles et sur le littoral. Et c'est un phénomène très concentré puisque 5% des communes sont responsables d'à peu près 40% de la consommation d'espace. Les surfaces artificialisées regroupent également des zones industrielles, commerciales, des équipements sportifs, loisirs, réseaux de transport, parkings, mais aussi chantiers. Alors que depuis quelques années, nous pouvions constater une plus lente progression de l'artificialisation, en 2017, le phénomène semble repartir à la hausse. En effet, les chiffres de l'INSEE nous indiquent que environ 9,7% de terres artificialisées, et une enquête du CEREMA estime environ à 24 000 hectares la surface prise par l'urbanisation des sols naturels et agricoles en 2017, ce qui représente à peu près la ville de Marseille. Alors, pour ce qui nous concerne en Île-de-France, après un pic d'artificialisation extrêmement important, évidemment, au sortir de la guerre et principalement entre 65 et 75, aujourd'hui, l'artificialisation a quand même relativement décéléré. Environ, aujourd'hui, dans les années 2015-2020, c'est environ 600 hectares par an qui, tout de même, disparaissent au profit des ouvrages urbains. C'est chaque jour en France, globalement, 320 terrains de foot qui disparaissent. Alors, face à ce constat, en 2018, le gouvernement, dans son plan de biodiversité, lance le grand thème de la zéro artificialisation nette, ZAN, effectivement, pour stopper complètement. Alors, où en est-on aujourd'hui? Comment faire alors que la pression démographique demeure? Et donc, c'est pour ça que Xavier Marier va nous parler de comment construire et puis tout en préservant les sols. Est-ce que c'est renaturer? Est-ce que c'est désartificialiser? Est-ce que c'est densifié, mais comment? Alors qu'on sait qu'en zone dense et voire très dense, la densification est souvent mal vécue puisqu'on cherche plutôt à dédensifier. Donc c'est un peu des quadratures du cercle sur lesquelles il faut travailler. Et je laisse donc avec plaisir le spécialiste parler. Ok. Eh bien, merci beaucoup Fabien. Oui, donc rapidement, donc Sol Paysage, c'est un bureau d'études effectivement
d'ingénierie du paysage. Donc, nous sommes paysagistes, maîtres d'œuvre paysagistes parfois. On travaille la plupart du temps en collaboration avec des architectes, des urbanistes ou des paysagistes concepteurs auxquels on va, nous, apporter notre soutien au niveau de l'ingénierie. Mais on a développé donc de nombreuses autres prestations en fait, pour couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur. Et je vais partager mon écran. Donc aujourd'hui, Sol Paysage, c'est une douzaine de collaborateurs et c'est 25 ans d'existence. Et une situation donc à Orsay avec une activité nationale. Notre équipe est essentiellement composée soit d'ingénieurs paysagistes, environnementalistes et d'ingénieurs agronomes. Il y en a même une archéologue dans l'équipe. Voilà. Donc, on partage l'écran. L'approfondissement, en fait, un peu problématique de notre sujet, ce sera ce soir comment on va préserver la ressource au sol pour répondre aux zéro artificialisation nette, et on va préciser vraiment ce que ça veut dire zéro artificialisation nette, autant en faire se peut. Et puis donc, quels sont les enjeux face à cela, quelles sont les solutions dans le cadre du projet urbain. C'est un peu ces questions sur lesquelles on va travailler. Et vous allez découvrir aussi un peu mieux ce que c'est qu'un sol, par la même occasion, du point de vue donc, de l'agronome paysagiste que je suis. La première chose, c'est d'expliquer que nous sommes dans un sujet de multiples acteurs et que ces multiples acteurs, en fait, partagent une chaîne de valeur en haut de laquelle, c'est-à-dire à la source de laquelle on a les documents de planification urbaine sous la responsabilité des élus. Donc les élus, ensuite, vous le savez bien, à travers les documents de planification, vont confier à des aménageurs des périmètres d'aménagement. Ces aménageurs vont eux-mêmes devoir subir un parcours réglementaire assez compliqué, assez difficile, sous l'œil vigilant donc, des services de l'État. On parlera des études réglementaires. Et puis ensuite, on va avoir l'étape de la maîtrise d'œuvre, hein, que vous connaissez sans doute bien aussi, c'est-à-dire les études opérationnelles. Ces maîtres d'œuvre donc vont produire des contextes de travaux et donc des entreprises de travaux vont eux aussi être partie prenante de cette chaîne de valeur. Ces entreprises de travaux vont transmettre leurs ouvrages à des gestionnaires d'espace. Ces gestionnaires sont en fait les services de la ville ou de l'intercommunalité. Et en tout cas, donc, ça boucle la boucle vers l'élu qui va être responsable, en fin de compte, des conséquences de ces décisions en termes d'investissement et d'aménagement pour non seulement sa génération, mais celle aussi à venir en ce qui concerne la production en fait, urbaine qu'il aura engendrée, ou la non-production d'ailleurs urbaine qu'il peut aussi décider dans sa modération à travers les PLU. Alors évidemment, les PLU sont de plus en plus intercommunaux, il y a plein de sujets de gouvernance, on ne saura les aborder dans le détail, mais tous ces acteurs, en fait, dans nos métiers, on va dire, sont globalement sous-acculturés et sous-appropriés de nos sujets de sol vus comme justement autre chose que comme une formidable page blanche ou comme autre chose qu'une valeur foncière. Donc, effectivement, il y a beaucoup de services et d'outils, enfin, des services qui existent, mais ils restent assez discrets, les outils manquent, et notamment pour les élus en ce qui concerne l'acculturation de ce sujet. Parce qu'en effet, le sol, c'est vraiment un sujet très, on va dire, qui engage plusieurs signifiés dans le même signifiant.
C'est-à-dire que derrière le mot sol, ça peut être le sol de votre salle de bain ou de votre salon, ça peut être le sol au sens du droit à construire, ça peut être le sol de la route, le sol du paysage, au sens des grandes perspectives. Et puis, c'est aussi, surtout pour nous, un sol tridimensionnel, fonctionnel, sur lequel on va revenir, c'est-à-dire plutôt ce qui se passe en bas, enfin, sur la droite de l'écran. Alors, effectivement, pour faire prendre conscience aux élus et aux services de la transversalité des différentes services et fonctions que peuvent apporter les sols, on a récemment un document du CEREMA qui est plutôt très bien fait, qui est issu d'un travail de recherche financé, je crois, par l'ADEME, mais je n'en suis pas certain. Mais enfin, en tout cas, c'est le projet MUSE, qui est un peu piloté par le CEREMA. Et donc, l'illustrateur, très doué d'ailleurs, je trouve, Mathieu Huguetti, suite à des cycles de conférences et un séminaire national, a un peu illustré en fait, les propos échangés entre les différents acteurs qui se sont retrouvés autour de ce programme MUSE. Et on voit bien que le sol a pas mal de fonctions de transfert, hein, c'est ce qu'on voit par les petites flèches, et qu'il va assurer un certain nombre de services. On y reviendra. Donc ça, c'est vraiment la question de le sol, comment ça marche et à quoi ça sert, qui va être abordée ce soir. On ne va pas pouvoir rentrer dans chaque détail, évidemment, de ces 5 ou 6 items autour du sol, mais c'est bien ce sol tridimensionnel dont on va parler ce soir, mais en relation avec les autres représentations du sol, et notamment à travers les enjeux de l'objectif zéro artificialisation nette. Donc, à l'échelle de l'ONU, les sols sont compris de façon assez globale, reconnus en tant que tels, et vous voyez tous les types de services qu'on va pouvoir rattacher au sol. Les services qu'on dit écosystémiques, hein, c'est-à-dire des services qui, du fait du fonctionnement du vivant, sont apportés par la nature à l'homme, sans que ça coûte grand-chose, quoi, en fait, hein, si on veut bien ne pas tout massacrer au plus tôt. Je pense que là, maintenant, il y a une vraie conscience planétaire sur le fait que, pour un certain nombre de personnes, en tout cas, on va essayer de prévenir l'irrémédiable, mais globalement, vous voyez de nombreuses fonctions du sol qui nourrissent différents services apportés aux hommes grâce aux fonctions du sol. Donc, voilà. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Ces sujets sont connus au sens... commencent à être connus au niveau grand public, mais en tout cas, ils sont largement... on va dire vulgarisé à l'échelle mondiale, mais d'un autre côté, à l'échelle opérationnelle et locale, on perd un peu de vue ce sujet sol quand il s'agit de faire avec, justement. Alors, comment on pourrait agir sur le terrain pour contribuer au zéro artificialisation nette, hein, c'est un peu notre sujet du jour. Bon, ce que nous dit France Stratégie, on va un peu approfondir ce document France Stratégie, enfin, il est téléchargeable sur le net depuis la fin juillet 2019. Je crois qu'il y aura un lien dans ce document pour le consulter. En tout cas, ce que les experts de France Stratégie, qui sont quand même pas des experts de sol, hein, c'est plutôt des experts de politique publique, ont essayé de faire une équation et ils se sont dit, bon, bah, voilà, si on arrive à réduire, puisqu'on est à environ là, 10 à 20 000 hectares par an en moyenne d'artificialisation de sol, est-ce qu'on ne pourrait pas réduire déjà la voilure de l'artificialisation actuelle, c'est-à-dire passer par exemple de 10 000 à 3 000, de 10 000 ou de 15 000 à 4 500 hectares. Et puis alors donc, si on continuait à 4 500 hectares de destruction, enfin d'artificialisation de sol par an, alors pour arriver à zéro artificialisation nette, il faudrait bien renaturer 5 500 hectares de terre déjà artificialisées.
Donc, les questions qu'on va pouvoir éventuellement aborder, en tout cas qui sont sous-jacentes à ça, c'est-à-dire que, OK, on pourrait renaturer, mais on va certainement renaturer à travers des processus opérationnels qui sont globalement, à mon avis, essentiellement de la renaturation liée au renouvellement urbain. Donc, c'est un vrai sujet en Île-de-France. C'est-à-dire on verra sur la première couronne, les sols sont extrêmement déjà artificialisés et chaque opération de friche urbaine pourrait être, enfin de renouvellement urbain à travers des friches, pourrait être des contributions de l'aménageur à la renaturation. Et pour réduire de 70% l'artificialisation brute, bon alors il faut vraiment que les élus prennent des engagements, notamment dans le cadre de l'intercommunalité, pour savoir qui va continuer à artificialiser et qui, dans l'interco, va ménager ses ambitions d'artificialisation. C'est des termes qui, pour l'instant, sont absents des dialogues au niveau des PLU, et on verra aussi pourquoi, je crois. Donc, notre propos, c'est de dire que peut-être pour appliquer le plan biodiversité 2018 sur cette question, c'est-à-dire arriver à prendre l'engagement qu'en limitant l'étalement urbain, on va peut-être être enfin efficace sur l'érosion de la biodiversité. Ce ne sera pas sans doute la seule méthode, mais en tout cas, c'est une méthode assez claire, puisque France Stratégie fait clairement la relation entre l'étalement urbain, globalement, l'artificialisation des sols, donc, qui est le fruit de cet étalement urbain, et l'érosion massive de la biodiversité sur le territoire sur à peu près les mêmes périodes. Donc, pourrait-on, avec peu d'efforts, peu de coûts, obtenir pas mal de résultats en changeant un peu nos pratiques de planification notamment, sur la modération en fait, de l'étalement urbain. Et donc, parmi nos solutions, il faudrait faire exister le sol par des études agropédologiques et écologiques des sols, qui sont les grands oubliés aujourd'hui des différents documents de planification et d'aménagement urbain. Pour des motifs peut-être qu'on reverra en discussion générale en fin d'exposé, mais qui sont, à mon avis, très culturels. On y reviendra peut-être. Donc, la circulaire interministérielle qui prescrit le zéro artificialisation nette date du 29 juillet et fait en fait une circulaire interministérielle qui s'adresse en fait à ceux qui sont en charge d'assurer la traduction sur le terrain de la politique environnementale, en fait, entre autres, qui sont en fait les préfets. Donc, c'est bien aux préfets qu'on dit, que 4 ministres s'assemblent pour écrire, vous encouragerez les projets ou les démarches visant à la réhabilitation, la renaturation ou la désartificialisation de zones anthropisées. Et votre analyse des projets devra intégrer l'approche éviter, réduire, compenser. Donc, éviter de détruire la ressource sol. Quand on aménage, faire tout pour réduire en fait l'impact de l'artificialisation sur le terrain dans lequel on se trouve. Et puis, si on artificialise quand même, comment compenser tout ça? Alors, il faut rappeler que le Code de l'environnement, qui ne date pas quand même d'hier, mais plutôt d'avant-hier, aujourd'hui, et même avec ses différents liftings, indique clairement qu'au niveau du contenu de l'étude d'impact, qui vaut aux différentes échelles de planification et d'aménagement, on a bien normalement une description des facteurs qui sont susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet. Et donc, il y a bien le mot-clé biodiversité et il y a le mot-clé sol, tout comme l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, etc. En fait, le sol n'est absolument jamais évalué dans les études d'impact. On parle souvent dans les propos préliminaires que bon, bah voilà, il y a telle géologie, voire telle pédologie, mais en fait, il n'y a jamais d'études de sol et de mesure des impacts du sol sur le projet. Et c'est ce qui risque de changer à travers le ZAN, on va le voir.
Un petit détour sur ce fameux document de cadrage. Donc, à gauche, ici, le dossier de présentation que je vous invite à lire, qu'on va trop vite parcourir. Vous avez les adresses en bas. Et puis, le cadrage utile de l'État pour notamment faire évoluer les pratiques des collectivités territoriales. Autrement dit, quand les préfets ont reçu leur circulaire interministériel ZAN, ils ont dû se dire « Ah oui, ok, mais comment je vais faire avec monsieur le président de l'intercommunalité quand je vais lui recaler son projet au motif qu'il artificialise de trop ou qu'il n'applique pas la séquence ERC sur les enjeux de l'artificialisation de sol. » Bon, enfin, quoi qu'il en soit, ici, il y a un document intéressant, je crois, qui fait le point sur l'artificialisation des sols, qu'est-ce que c'est, pour les élus, pour les non-spécialistes, dont une partie de l'auditoire, j'imagine, ce soir fait partie, donc, auquel ça correspond bien, en fait. Donc, il y a deux documents. Il y a un document de présentation, comme ça, général, et puis il y a un document plus pointu, un rapport de France Stratégie plus pointu. Et il y a même en annexe les définitions méthodologiques des mesures, des évaluations cartographiques sur lesquelles nous reviendrons sur les mesures de ce qu'on appelle l'artificialisation. Mais donc, dans un premier temps, on comprend qu'il y a des conséquences à l'artificialisation des sols. Dans ce document, sont principalement identifiées comme conséquences la destruction de la biodiversité, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et la pollution des sols. Il n'y a pas que ça, mais c'est déjà pas mal. Et puis, ce document donc, invite à sensibiliser les acteurs sur une problématique qui est transversale et pluridisciplinaire, puisque le sol concerne tout le monde. Tout le monde a besoin de sol pour habiter, pour sortir de son habitation, pour jouer au foot, pour vivre, quoi, tout simplement. Nous sommes des animaux terrestres et on va le rester, je pense, assez longtemps. Et donc, en fait, on a besoin de sol pour se déplacer, habiter et aussi préserver un peu de nature autour de nous. Voilà, si on veut que notre planète reste vivable. Mais vous voyez que, évidemment, c'est plus aussi votre prisme métier, c'est qu'on ne va pas pouvoir parler d'artificialisation de sol du simple point de vue de l'ingénieur agronome ou encore moins du pédologue naturaliste scientifique. On va vraiment parler artificialisation aussi en termes de politique du logement, en termes d'aménagement du territoire au sens large, notamment sur les développements économiques sur le territoire, etc. etc. Donc, il y a des choses qui sont dures, quoi. C'est-à-dire comme par exemple la préférence des ménages pour l'habitat individuel, effectivement, a largement contribué à la très forte artificialisation des sols à travers le phénomène de l'étalement urbain. Il y a différentes causes et conséquences à cela, et ces causes et conséquences sont parfois un peu différentes dans les régions très, très denses, au foncier très étendu comme l'Île-de-France, et certainement déclinées d'une autre manière dans les fonciers plus détendus en région. Mais même dans les régions dites détendues, les gens ont toujours l'opportunité pour aller vivre dans des petits lotissements avec sa maison individuelle pas trop chère, mais en fait pas trop chère relativement à quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, cet accès au logement, le paradigme dominant, c'est évidemment la maison individuelle, encore et très largement de nos jours. Voilà, donc quelque chose aussi sur les localisations d'entreprises. Et donc l'idée, c'est bien d'essayer de définir un scénario stratégique à l'échelle nationale pour dire que si on continue comme ça, on va vraiment à la catastrophe. Est-ce qu'on va arriver à densifier fortement pour limiter l'artificialisation? Ou bien est-ce qu'on va trouver une sorte de compromis progressif vers un objectif commun qui serait zéro artificialisation nette? Et donc, ça suppose, et là j'insiste là-dessus, ça suppose de mettre en place une gouvernance de l'artificialisation des sols aux différentes échelles territoriales. Et on va pouvoir voir que ce n'est pas si facile que ça.
peut-être. Et en tout cas, ça va de la planification, enfin de l'aménagement du territoire quasiment, jusqu'à l'obtention d'un permis de construire sur un lot à bâtir en ZAC ou hors ZAC. Ça concerne beaucoup de choses. Et qui va gouverner l'artificialisation des sols mieux que les élus qui sont en charge en fait de l'aménagement local. Donc voilà, pour ma part, en tout cas, bien sûr, il y aura une gouvernance nationale, mais il y aura peut-être une gouvernance régionale. Mais il faudrait surtout qu'il y ait une gouvernance à l'échelle de l'intercommunalité, de la métropole en l'occurrence, ou de la région quand la métropole n'est pas uniquement régionale, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, comme en Île-de-France, la question se pose vraiment d'une politique régionale en faveur de l'objectif ZAN. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite à aller voir le cycle, enfin, vous y avez sans doute participé pour certains, au cycle organisé par l'Institut Paris Région. Il y a eu 6 ateliers sur le premier semestre, je crois, qui étaient dédiés à l'artificialisation des sols. Et il y a eu quand même beaucoup d'interventions très intéressantes. Mais en fait, aucune n'a vraiment parlé de sol au sens de comment je vais vous parler, si ce n'est peut-être un peu la mienne, atelier numéro 3, sur la renaturation, justement, artificialisation et renaturation. Alors, quand on parle artificialisation des sols, en fait, les jolies cartes là qu'on peut éditer à la fois à l'échelle nationale, à la fois à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle communale. Hein. Si vous allez sur le site justement de l'artificialisation, vous voyez, artificialisation.biodiversité tous vivants, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais vous allez aller sur un outil quoi, où vous allez pouvoir rentrer votre commune et voir le taux d'artificialisation de votre commune. Alors, ce que vous verrez, c'est notamment pas forcément un taux d'artificialisation, c'est-à-dire les 5 millions, je crois, alors je ne sais plus de quoi exactement, mais je pense que c'est plutôt des hectares dont parlait Fabien en introduction, mais c'est en fait un flux. Donc c'est un flux d'environ une dizaine d'années, entre 2009 et 2017, et c'est ça qu'a mesuré le CEREMA, en prenant donc un état initial en 2009 et en voyant en 2017, en comparant entre l'état initial et l'état final. Et c'est ça qui est mesuré ici. Et on voit très nettement un effet très fort sur tout le front ouest littoral et sur le front sud littoral. Et puis on voit aussi, on voit en fait un flux faible en Île-de-France. Alors ça ne veut pas dire que du tout que tous les problèmes ne sont pas chez nous, mais ça veut dire qu'en termes de flux, ce qui est mesuré donne un plus faible score, puisque évidemment en Île-de-France, il y a déjà beaucoup de sols qui sont considérés comme artificialisés, et donc le flux d'artificialisation est relativement faible, mais il faut sans doute se souvenir que c'est un effet assez myope sur le plan régional, puisque notre région, l'Île-de-France, draine beaucoup en fait d'artificialisation, ou du moins génère beaucoup d'artificialisation au-delà de son propre périmètre. On pense notamment aux lotissements nombreux dans l'Eure, dans l'Eure-et-Loire, dans l'Oise. Alors dans le 77, oui, parfois on peut même imaginer aller vers la région Grand Est, du moins dans ses confins Champagne, etc. Et puis dans le sud aussi, hein, gentiment, on artificialise aussi en région centre du fait de l'attractivité territoriale francilienne. Donc on va éviter la politique de l'autruche, on va se dire peut-être qu'il y a un vrai sujet particulier chez nous, en Île-de-France, mais en fait qu'on est responsable indirectement de pas mal de flux d'artificialisation au-delà de l'Île-de-France. Mais c'est juste pour bien vous préciser que ces cartes mesurent un flux sur la dernière décade. Et on comprend bien qu'effectivement, les régions les plus attractives, qui s'urbanisent donc le plus vite, sont celles qui sont au bord de la mer,
ou qui ont, disons, un tropisme économique assez fort, mais lié aussi avec les infrastructures qui peuvent relier à la capitale ou à à la capitale nationale, enfin, ou à la métropole régionale. Alors, nous avons eu certains d'entre vous doivent connaître le réseau national des aménageurs, le RNA, qui a tenu une séance le 25 septembre dernier. Je vous ai mis un lien qui est ici au-dessus, là, qui vous permet vraiment de voir, notamment dans les métiers moins spécialisés que le nôtre, plutôt sur les métiers aménagement, les différentes outils, représentations des acteurs pour répondre à la question comment limiter l'artificialisation des sols. Bon. En tout cas, en un propos introductif, nous avions M. Butlen, qui est le directeur adjoint de la DHUP, du ministère de la Transition écologique, et il nous a dévoilé quelques mesures qui vont être soumises au ministre Barbara Pompili suite aux réunions d'experts qui se sont tenues depuis environ 6 mois autour du ministère, autour de la DHUP, pour essayer de voir quels étaient ce qu'il fallait faire en fait pour avancer sur le chemin du ZAN. Donc, une des premières mesures pour lesquelles les parties prenantes se sont mis d'accord, c'est définir en fait l'artificialisation et notamment de faire en sorte d'avoir des mesures beaucoup plus fines que celles des cartes qui sont actuellement proposées, de façon à faire en sorte qu'on considère les espaces dans les agglomérations qui pourraient être considérées comme urbaines, tous les espaces non imperméabilisés, de nature en ville, etc., soient considérés comme non artificialisés. Autrement dit, quand on construit un bâtiment sur une parcelle, une partie de la parcelle pourrait être artificialisée par le fait du bâtiment, peut-être d'un parking en sous-œuvre, etc. Et une autre partie non artificialisée, si on considérait la pleine terre. Mais on va voir que ce n'est pas aussi facile que ça si je prends un peu le temps de vous rentrer un peu dans le détail de nos métiers. Enfin, globalement, c'est bien de constater que, évidemment, sur une même zone urbaine, si on est dans un quartier parisien ou dans un pavillonnaire, je dirais, de seconde couronne, les taux d'artificialisation ne vont pas être les mêmes. Donc ensuite, mesure 3 que j'ai sélectionnée, c'est un concours pour 2 démonstrateurs. Alors ça, c'est-à-dire que dans l'auditoire, s'il y a des gens qui ont envie d'être innovants avec leur maître d'ouvrage, il y aura du financement à travers le projet d'investissement d'avenir numéro 4, qui va être décidé là, dans la loi de finances 2021. Et donc, pour qu'on fasse démonstration de toutes les bonnes idées qu'on aura face aux enjeux de la transformation pour la ville de demain. Voilà, donc avec notamment les nouveaux exécutifs locaux et la participation d'un grand public qui va être essentielle pour s'approprier en fait ces enjeux et que les élus puissent le mettre dans leur feuille de route, dans leur programme et donc ensuite dans leurs actions publiques pour l'intérêt général. Alors ensuite, la mesure 5 que j'ai repérée, c'est compenser l'artificialisation pour les projets soumis à l'évaluation environnementale. Alors, donc ça veut dire plutôt pour les grands projets, parce que s'il fallait généraliser ça à tous les projets, y compris tout projet de construction sur une parcelle, produire une séquence éviter, réduire, compenser serait tout simplement impossible. Et donc, il va falloir voir comment on répond à l'injonction interministérielle de la circulaire du 29 juillet 2019 sur le sujet éviter, réduire, compenser, dans un premier temps, notamment en articulant avec les compensations forestières et agricoles, dans le cadre de procédures déjà bien cadrées par l'évaluation environnementale,
d'essayer de voir comment on s'exerce au difficile exercice, justement, d'éviter, réduire, compenser. Et puis, en 8, eh bien, c'est mettre à la disposition des collectivités et des porteurs de projets un outil d'aide à l'inventaire des friches. Parce qu'effectivement, si on cherche à désartificialiser, on va plutôt le faire sur des friches en relation avec les villes déjà constituées. Et puis, au recyclage des friches. Bon, ça, c'est des outils développés par le CEREMA pour lever les freins et mettre en place les leviers nécessaires à ce qui est toujours plus compliqué, c'est-à-dire construire là où ça a déjà été construit, avec notamment parfois un lourd passif environnemental qu'il faut mettre à l'actif du bilan. Et donc ça, c'est compliqué parce que ça augmente évidemment le prix de sortie et du fait que l'aménageur doit nécessairement comment dire, mettre ça dans ses charges foncières. Et donc, la collectivité ayant un degré d'admissibilité des prises en charge de déficit des périmètres d'aménagement limité à ses capacités financières propres et à ses choix politiques, on se retrouve quand même à beaucoup plus encore trouver facile et moins cher surtout d'urbaniser en étalement urbain plutôt qu'en renouvellement urbain. Et donc, effectivement, c'est bien beau de lancer le zéro artificialisation nette, mais dans le comment et dans les conséquences financières du comment, il va falloir que l'État soutienne fortement les collectivités si on veut y arriver. Mais ça, c'est un sujet en filigrane que n'ont pas manqué de relever, par exemple, les directeurs généraux des EPA qui étaient dans la salle, à l'intention du ministère, en leur disant c'est bien de nous donner une feuille de route, mais enfin, il va falloir quand même nous donner les sous qui vont avec. Bon, bref, c'est éternel sujet sur les priorités financières. Voilà, mais c'était pour vous dire que le sujet intéresse vraiment différents métiers, différents points de vue, autour de la chaîne de valeur que j'ai introduite au début, qui est circulaire, donc qui revient à l'élu, qui part de l'élu et qui revient à l'élu à travers un peu tout le monde, là, notamment nous autres tous ensemble réunis lors de cette réunion de ce soir. Et merci encore à Ecopolis d'avoir mis ça à l'ordre du jour. Alors voilà, on va faire juste une petite plongée sur ce que sont les sols, parce qu'en fin de compte, je suis convaincu qu'un certain nombre d'entre vous, en fait, connaissent mal ce que c'est qu'un sol. En tout cas, ce n'est pas qu'ils le connaissent mal, mais ils le connaissent différemment de ce qu'on peut comprendre quand on parle d'artificialisation des sols, et notamment de nos points de vue de spécialistes, agronomes, néanmoins paysagistes, mais qui vont s'intéresser à justement gérer la ressource sol. Donc, il y a différentes définitions, caractéristiques des sols urbains, mais notamment des sols naturels, et puis des sols de plantation aussi dans les villes. Alors, il faut voir que le sol, c'est ce qu'on appelle une couverture pédologique sur le plan scientifique. Pour traduire ça avec des mots simples, c'est l'épiderme vivant de notre écorce terrestre. Donc, c'est les quelques, vous voyez, rapportés à un point de vue anthropomorphe, c'est vraiment les cellules épithéliales de votre peau, quoi. Donc, en fait, c'est très fin, très fragile. Et par contre, c'est extrêmement générateur de vie, puisque évidemment, on sent la vie dans ces couches superficielles, toutes superficielles du sol, en relation avec l'atmosphère, l'hydrosphère, enfin les autres sujets de la nature. Et bien, notamment les racines aussi. Et bien, ce sol va évoluer à travers les millénaires. Et c'est lui qui va être garant en fait, des écosystèmes terrestres et qui va expliquer bon nombre de faits de biodiversité sur la diversité des milieux qu'on va retrouver justement sur nos écosystèmes terrestres. Donc, on a bien des couches superficielles qui sont des produits d'altération, du remaniement, des couches plus profondes. Je passe sur les détails. Et il y a beaucoup de sujets biophysico-chimiques qui s'opèrent dans cette partie superficielle du sol,
qui est en contact notamment avec l'atmosphère et qui est en contact avec le fonctionnement des autres, de nombreux organismes vivants qui vivent dans le sol, mais aussi au-dessus du sol. Un arbre, c'est aussi des racines. S'il n'y a pas de racines à l'arbre, eh ben, vous comprenez bien que vous prenez l'arbre sur la tête, et en tout cas qu'il n'aura pas poussé comme il est s'il n'avait pas de racines. Donc cette vision non anthropomorphe des écosystèmes à travers le sol n'est pas évidente à assimiler et à comprendre. C'est juste intuitif pour à la fois l'humain et le citoyen moyen monsieur et madame tout le monde qui se baladent, soit sur un trottoir ou en forêt. Ils savent bien qu'il y a des choses qui se passent sous leurs pieds, mais à la limite, ils s'en moquent un peu. Et l'essentiel, c'est quand même de se déplacer et d'être en plaisir sur les sols et pas vraiment de connaître ou d'approfondir ce que c'est qu'un sol en réalité. En réalité notamment tridimensionnelle. Donc, et notamment comment ça fonctionne, cette réalité. C'est-à-dire, quelles sont les fonctions du sol? Il y a des fonctions de fertilité, des fonctions liées aux habitats, aux écosystèmes. Il y a beaucoup de fonctions sur la régulation du cycle de l'eau, puisque on a vu encore des épisodes dramatiques, les sols n'arrivent pas à absorber, là, dans le sud-est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le sol a bu toute l'eau qu'il pouvait boire ou que l'eau tombe trop vite pour qu'il l'absorbe, eh bien, évidemment, c'est ce qu'on appelle le ruissellement. Le ruissellement mène à la crue et la crue, parfois, a des conséquences catastrophiques pour les biens et les personnes. Et puis, dans les fonctions du sol, il y a aussi tout ce qui se passe au niveau de la pollution, les enjeux de puits de carbone, avec les questions d'adaptation au changement climatique aussi liées à tout ça. Donc, on a également des fonctions patrimoniales, on a évidemment toutes les fonctions qui traversent le sol plutôt que de se fondre dessus, quoique quand on fait un radier sur un sol de limon profond et qu'on n'envoie pas des pieux parce qu'on fait simplement un radier de pavillonnaire, on est directement sur cette couche qui est encore pédologique, qu'on va évidemment stabiliser en sous-face et qu'on va améliorer améliorer, je parle bien aux architectes, améliorer d'une bonne dalle de béton. Alors, on ne l'améliorera pas, évidemment, du point de vue du ver de terre, cette parcelle-là, mais enfin, ce morceau d'habitation humaine, mais néanmoins, on voit bien que même la couverture pédologique peut être largement impactée par la construction, évidemment. Donc, voilà, un certain nombre de fonctions du sol vont être détruites quand on va artificialiser le sol à un certain degré. Donc, je passe très vite sur la pédogénèse parce que voilà, ce n'est pas le centre du sujet, mais voilà, il y a bien des différentes conditions scientifiques et techniques à cette évolution des sols par la nature, à travers la nature, qui prennent quelques dizaines ou quelques centaines de milliers d'années pour se constituer dans l'état où nous les constatons aujourd'hui. Faut savoir qu'évidemment, il y a le sous-sol, on va dire la géologie, oui, avec de jolies cartes du sous-sol, et puis ça, on va dire que c'est, on va dire, l'épiderme à l'échelle enfin, en tout cas, les cartons pédologiques sont un écorché, en fait, comme un écorché anatomique du corps humain, mais c'est un écorché de la croûte terrestre à -2, -3 mètres. Et la géologie ne parle pas donc de pédologie. La pédologie se décrit vraiment en surface. C'est l'épiderme vivant dont je parlais. Et là, on a évidemment toute une catégorisation des objets pédologiques, tout comme on a une catégorisation des objets géologiques. Mais ce ne sont pas les mêmes. Donc, quand on va parler d'artificialisation des sols, on va surtout artificialiser les couches pédologiques. Et c'est ça qui nous occupe principalement ce soir. Alors, voilà quelques photos. Vous voyez, il y a une très grande diversité de sols dans la nature. Ici, vous voyez, sur des arènes schisteuses, des dépôts de limon. Ici, des sols développés plutôt sur des alluvions grossières et avec tout un processus d'altération, probablement dans l'Est lyonnais. Ici, sur des sols calcaires, pour être ceux de garrigues, par exemple, des sols très en relation avec la roche subaffleurante.
Et puis, à l'inverse, des sols de chez nous, c'est-à-dire des sols bien franciliens, bien épais, sur les plateaux en Île-de-France, avec différentes séquences descriptives dont je vous fais grâce, évidemment. Voilà. Et donc, quand on zoome sur les cartes géologiques et pédologiques, on va avoir des informations du sous-sol, ici, par exemple, à Marne-la-Vallée, ou même des informations pédologiques. Alors, là, pardon, on n'a pas repris là, ça, j'aurais dû avoir le temps de le faire, je ne l'ai pas fait, mais vous avez aujourd'hui dans le secteur notamment parce que vous voyez, ça, c'est des cartes au 250 millième, ça, c'est des cartes de 250 millième, mais on a une carte, comment dire, des sols de la Seine-et-Marne qui est calée à la même échelle que celle-là, au 50 millième. Donc ça, c'est déjà très intéressant en termes de précision. Puisque le problème, ça va être que quand on est dans un périmètre d'aménagement, on ne va pas forcément y retrouver nos petits facilement. Et donc, il va falloir faire des études. On n'y retrouve pas nos petits en termes de rupture d'échelle. C'est-à-dire que l'information à l'échelle du 250 000 renseigne peu, évidemment, les parcelles cadastrales. Et donc, dans les opérations d'aménagement, voire de construction, sur des lots à bâtir, on va pouvoir approfondir la connaissance qu'on a de nos sols avec des études dites agropédologiques qui vont définir un peu mieux ce que c'est que la ressource sol, voire l'artificialisation des sols déjà constatée. Donc, on opère un certain nombre de sondages qu'on repère sur des cartes et qui nous donnent après une vision assez précise des sols à différentes échelles. Donc, vous voyez, en fait, on creuse des trous. Alors, des trous parfois avec cet engin qui s'appelle une tarière, qui ne nous permet que de descendre à 1 mètre, 1 mètre 20. On fait un trou et puis on va mesurer un certain nombre de choses. Je ne rentrerai pas dans les détails ce soir, mais sinon, en fait, on fait des plus gros trous à l'appel mécanique et on observe précisément ce qui se passe dans les différentes couches du sol. Donc, un sol est décrit par horizon, c'est-à-dire par épaisseur successive. Vous voyez ici, un sol décrit en 1, 2, 3, 4, 5 horizons successifs. Et cet horizon va être une unité d'observation qui va nous permettre de décrire le sol précisément. On réalise des fiches suivant une méthode scientifique. Donc, en ce qui nous concerne, donc, nous produisons nos rapports avec en annexe ces fiches en recto où on décrit et on produit de la donnée, et en verso où on montre les sols qu'on a décrits au recto. Voilà. Donc, chaque horizon est bien caractérisé selon une série de critères bien précis. Et en poussant un peu aussi l'évaluation du sol, on va s'intéresser aux animaux du sol. Voilà, donc après, il y a des scores plus ou moins importants de ceci et de cela. Mais vous voyez, il y a plein d'animaux qui vivent dans le sol, et la star, évidemment, c'est le ver de terre. Bon. Les vers de terre à eux seuls représentent 40% de la biomasse animale terrestre, ce qui est considérable. Et 45%, ils se font juste damer le pion par les bactéries et les champignons, et tout ce qui est micro-organismes en fait, du sol. Donc, les micro-organismes pèsent légèrement plus lourd, mais vous savez que dans une cuillère à café de sol, vous allez trouver 3 à 4 milliards d'individus microscopiques. Alors, quand on commence à les compter, il y a des facteurs de multiplicatifs qui sont extrêmement élevés. Mais voilà, la vie du sol, ce n'est pas que le ver de terre. Évidemment, il y a toute une chaîne trophique et fonctionnelle à l'intérieur du sol pour définir ce qu'on pourrait appeler les sols vivants. Voilà, et donc on parle de biodiversité du sol, et ces animaux du sol ont un rôle considérable par rapport à la biodiversité générale et notamment l'écosystème terrestre, puisqu'ils vont en fait gérés par leur statut la plupart du temps de nécrophage, de tout le cycle de ce qui tombe au sol, que ce soit des animaux ou des végétaux morts, et d'en assurer en fait la transformation pour que le cycle de la vie et de la mort donc tourne et puisse se régénérer. Donc on sera bien sûr quand dans un monde prochain on mesurera effectivement l'impact
au sol les différents process d'aménagement et de construction, eh ben, il nous faudra définir des bio-indicateurs pour mesurer en fait l'état d'activité biologique des sols. Alors, il y a une méthode plutôt sympa qui vise les lombriques. Nous, on est en cours de thèse, on y reviendra sur ce sujet du bio-indicateur lombricien pour les fonctions biologiques des sols. Alors, ça, c'est... Bon, alors, on fait des cartes. Alors, on fait des cartes de sol. Alors là, vous voyez, ça, c'est des cartes de sol. C'est un carte des sols dans un... Je crois que c'est à Châtellerault, donc un lotissement d'étalement urbain tout à fait caractéristique d'une enfin, peut-être pas métropole, mais enfin d'une capitale régionale. Et vous voyez, en fait, que quand on met... Enfin, donc, en fait, les aplats de couleurs, là, c'est des sols différents. Et on constate qu'effectivement, le projet urbain, en l'occurrence à ce lotissement, ou cette ZAC, n'a absolument pas pris en compte la diversité des sols. Et alors, est-ce qu'elle l'aurait pu? Je ne saurais le dire, hein, mais on comprend bien que là, l'architecte urbaniste paysagiste qui a produit le plan masse de la ZAC n'avait pas du tout d'informations sur quelle était la couverture pédologique de son périmètre d'aménagement parce que son aménageur ne lui avait pas fourni, parce que l'étude d'impact n'en avait pas parlé et que parce que, en fait, tout le monde s'en fout de cet épiderme vivant de l'écorce terrestre. Là, l'important, c'est de construire et puis de vendre des logements et d'assurer son bilan d'aménagement. Donc, en fait, voilà, je crois que le 21e siècle va prendre la mesure de l'importance de la biodiversité pour l'espérance de vie, non seulement de l'individu, mais plutôt de l'humanité. Et donc, il va falloir quand même qu'on se pose des questions sur nos modes de concevoir ce que nous produisons, et notamment de comment on produit des villes, de nouveaux quartiers, par rapport pas simplement à la biodiversité, comme on nous en bassine pas mal, mais en partant du fondement, c'est-à-dire du sol, en fait. Enfin, du fondement de la superficie, du superficiel, hein, on est bien d'accord, je ne parle pas de géologie. Mais bien que la géologie ait tout à fait son intérêt également, évidemment, dans l'acte de construire et de différencier d'ailleurs ces constructions en fonction du coût de construction. Mais voilà, donc juste pour vous souvenir de ça. D'autre part, si on est plus dans les espaces verts urbains, il faut savoir que les poumons verts des villes s'établissent sur des sols plus ou moins naturels, plus ou moins artificiels. En l'occurrence, ici, on est à Lyon sur en fait le parc de Parilly, qui est au sud-est de Lyon et qui, en fait, est établi dans les années 50 sur des sols naturels, sur des sols agricoles, mais qui vont être quand même un petit peu artificialisés. Et là, donc, on a une séquence, en fait, de sols décrite par cette étude. Et donc, on a différents types de sols, et à ces différents types de sols, on va pouvoir évaluer des fonctions. Ces fonctions, en fait, par exemple, ici, on a visé en quoi le sol peut servir d'éponge pour l'eau pluviale à des fins de rafraîchissement pour les usagers du parc qui sont les usagers de proximité, mais voire à l'échelle plus globale, plus métropolitaine. Et donc, en fait, décrire des sols permet d'évaluer leurs fonctions et par là même les services qu'ils peuvent fournir, là, par exemple, en termes de réduction des îlots de chaleur à l'échelle donc plutôt d'un grand quartier. Et on voit que en fait, certains sols sont plus favorables que d'autres dans ce cas-là pour assurer ces fonctions d'évapotranspiration et donc pour contribuer à la réduction des îlots de chaleur dans cette zone du sud-est lyonnais. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est vrai que ça nous renvoie, là c'est des sols naturels, mais ça nous renvoie donc à la possibilité de construire des sols pour répondre à des fonctions, et notamment des fonctions d'éponge, pour faire simple, c'est-à-dire des fonctions de transfert de l'eau du sol vers la plante.
Alors, on va terminer là notre propos sur un peu qu'est-ce que sont les sols en faisant justement un petit zoom sur des degrés d'artificialisation croissante des sols qui sont en fait alors, plus ou moins liés à une réversibilité ou une irréversibilité. Donc là, le schéma est simpliste, c'est-à-dire on pourrait dire que plus il y a d'artificialisation, moins il est possible de rendre cette artificialisation réversible. Alors si on le comprend comme ça, on comprend qu'à moitié. En réalité, c'est aussi surtout plus c'est cher d'engager une réversibilité des sols les plus artificialisés. Alors juste pour décrire là, vite fait, là un sol naturel, même pas labouré, et donc il va avoir des propriétés, on va dire, comment dire, tout à fait, enfin, sans fait d'anthropisation. Dès qu'on va labourer un sol, et aussi dès qu'on va y mettre des intrants de culture, notamment des engrais, voire des engrais organiques ou des engrais issus de la chimie du pétrole ou issus de l'extraction des phosphates ou de la potasse d'Alsace ou des phosphates marocains. Enfin, bon, bref, on va avoir une transformation déjà, un premier degré d'artificialisation quand on va cultiver le sol d'une façon agricole. Mais évidemment, dans notre débat zéro artificialisation nette, par défaut, tous les sols agricoles ou naturels sont considérés comme non artificialisés. Bon, ok. Et puis, dans les sols urbains, on va retrouver des sols urbains plus ou moins remaniés. Là, vous voyez sur cette photo, j'espère que vous voyez ma petite souris qui se déplace. Enfin bon, bref, à moins 50 cm dans le sol urbain remanié, vous avez un sol qui était naturel, en fait, et qui a été recouvert d'un remblai. Et donc, on a une partie du sol qui est naturelle en dessous et une partie du sol qui est artificialisée au-dessus. Et puis, sur un bon sol de parking, sur une ancienne zone industrielle, voilà, on peut très bien retrouver des sols complètement artificialisés sur toute la séquence d'observation. Rien ici n'est naturel pour le pédologue qui a observé ces sols. Donc, on est dans un cadre, par exemple, de sol urbain scellé, où pour le coup, il y aura destruction complète du sol et donc des fonctions du sol. Voilà, donc moi je voulais vous faire deux cas d'application justement pour un peu ouvrir la discussion ensuite sur deux enjeux autour de cette question de l'économie circulaire. Vous savez qu'il y a eu une récente loi le 10 février 2020 qui a été promulguée par l'Assemblée nationale, une loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Donc cette loi va faire bouger pas mal de choses, je pense, dans nos métiers sur la gestion des terres excavées, c'est-à-dire de ces terres qu'on creuse et on ne sait pas forcément toujours où les mettre. Et donc la plupart du temps, ça aboutit dans des décharges. Donc, il y a des millions et des millions de mètres cubes de terre magnifiques qui ont été mis en décharge depuis 40 ans, enfin même 60 ans en Île-de-France. Et pour le coup, si notre flux d'artificialisation aujourd'hui est relativement faible comparé à d'autres régions, eh bien, par contre, nous, on a fait un bon score sur les 60 dernières années pour bien détruire le sol. Et nos sols, nos très beaux sols qui aujourd'hui font vedette quasiment quand on parle du triangle de Gonesse, où on dit qu'il est hors de question d'urbaniser le triangle de Gonesse parce qu'il y a les plus beaux sols d'Île-de-France. Bon, pas déconner, mais bon, globalement, le sujet maintenant est dans le débat public. Et la question, c'est, OK, il va falloir qu'on aménage, il va falloir qu'on construise des logements, qu'on développe encore de l'activité économique sur les territoires, mais comment on peut faire dans un esprit ZAN? Alors,
là, on va se déporter un peu sur Strasbourg, dans une concession en fait, d'aménagement qui est portée par la SPDL des Deux-Rives, concédant donc Eurométropole de Strasbourg, concessionnaire SPL des Deux-Rives. Bon, donc là, l'équation, elle a été très claire, définie autodéfinie d'ailleurs par l'aménageur, hein, et de dire, Éric Bazard, donc, qui est toujours à la direction générale de l'EPA, enfin de la SPLA, de la SPL, pardon, des Deux-Rives, a souhaité prendre une décision radicale, c'est-à-dire que aucun mètre cube de terre végétale de la plaine d'Alsace ne se retrouverait dans son périmètre d'aménagement. Et de façon réciproque, aucun mètre cube de son périmètre d'aménagement n'irait dans une des décharges disponibles de la plaine d'Alsace. Donc, ce qui nous a été demandé ici, c'est de produire une économie circulaire du périmètre d'aménagement sensu stricto. Donc, on est sur 70 hectares environ. Et donc, aucune production de déchets, c'est-à-dire de terre excavée issue du périmètre d'aménagement, aucun achat de terre végétale. Et donc, on a trouvé l'astuce d'aller chercher des matériaux profonds. C'est l'histoire que je vais vous raconter. Alors, ceci dit, bon, on est face à une zone portuaire, industrielle et qui fait frontière avec l'Allemagne. Et donc, vous voyez ici la frontière allemande sur la droite de l'écran et des systèmes de canaux qui sont connectés au Rhin, côté Strasbourg. Et ce quartier industriel, comme de nombreux quartiers industriels français, sont en déshérence. Et aujourd'hui, on est en pleine restructuration urbaine, en plein renouvellement urbain sur cette zone très touchée par l'industrie entre 1850 et les années 2000. Voilà, donc la première chose qu'on doit faire, c'est faire une campagne de sondage pour connaître les sols, et notamment, y compris dans les zones déjà artificialisées. Et donc là, on a fait 500 sondages, on a collecté 1500 échantillons avec nos confrères des bureaux d'études Archimède, spécialistes de la gestion de pollution de sol, et puis avec nos confrères géotechniciens Géotech. Donc c'est bien ensemble, spécialistes de la pollution, géotechniciens et agropédologues, qui ont produit une approche globale qui a permis de caractériser en fait les sols de ces 75 hectares. On a pu, à partir de là, modéliser ces sols sur des formats tridimensionnels, des SIG, avec des interpolations d'interprétation, d'observation. Donc ici, vous avez les couvertures très superficielles avec quelques terres végétales qui traînent encore sur le site, mais vous voyez, c'est très peu, et c'est très peu épais notamment. Ce n'est plus du tout des solums, en tout cas naturels en surface. Sous ces petites couches superficielles qui existent ou qui n'existent pas, d'ailleurs la plupart du temps, quand c'est blanc, là, ça veut dire que ça n'existe pas, il n'y a pas de terre là, végétale sur le blanc, eh bien, vous allez avoir des épaisseurs de remblai. Et plus sur ces figures, la couleur est intense, plus en fait, la profondeur de cette couche est forte. Hein. Donc, par exemple, ici, vous avez de très fortes épaisseurs de remblai, ici en noir, et ici en plus clair, les sols de remblai sont moins épais. Et si on descend sous les remblais, en fait, je rappelle que ces remblais ont été produits par le besoin de l'industrie, d'une part de mettre ces déchets quelque part, donc au plus tôt, au plus proche, c'était bien pour eux, économiquement et fonctionnellement, mais aussi parce que, en l'occurrence, on avait besoin d'assainir son terrain avant que de développer son industrie, son occupation industrielle. Et donc, globalement, les sols, vous voyez ici, selon les lieux, ont été remblayés de 50, 1 mètre, 1 mètre et demi, 2 mètres, ou voire plus de remblais sur des parties qui sont en fait naturelles du sol, mais qui ont été donc enfouies sous ces remblais et qui sont ici décrits par le carton en bas à gauche des matériaux naturels profonds, en l'occurrence là, ici, de la couverture pédologique qui est essentiellement constituée de limon, un peu comme le Nil qui déborde, eh bien, le Rhin a débordé et a déposé beaucoup d'alluvions sur différentes épaisseurs. Alors, vous voyez parfois, pareil, sur des épaisseurs
alors parfois, vous voyez ici, par exemple, enfin, disons, on ne retrouve plus dans les points blancs là, au milieu du marron, bah, ça veut dire qu'on ne retrouve plus de limon parce que, en fait, les remblais s'opèrent en ayant déjà viré tous les limons. Alors que les limons existaient, en fait, ils se sont fait plus ou moins déjà enlevés par les gens qui ont posé des remblais. Hein, voilà. Donc ça, c'est notre couverture limoneuse. Et ça, c'est notre astuce. C'est-à-dire qu'on a été chercher les limons pour faire des sols fertiles à partir de ce qui existait sur le périmètre d'aménagement, mais en profondeur sous les remblais. Et le dernier carton ici en jaune décrit les niveaux d'affleurement des matériaux, cette fois-ci géologiques, c'est-à-dire les sables graveleuses, enfin les alluvions gravelo-sableuses du Rhin sur plusieurs mètres d'épaisseur. Vous voyez, là, on change un peu d'échelle, puisqu'on a des sujets très, très profonds, évidemment, liés à la géologie. Voilà, donc vu en image, ça donne quoi? Ben, ça donne que, en fait, vous voyez là, ici, les remblais sont peu épais, ces remblais de matériaux artificiels sont peu épais. Ben, on s'est dit, ben, on va enlever ces matériaux-là, donc on va les trier, et puis on va évidemment les mettre en conformité sanitaire, ça c'est le côté volet dépollution, et puis on va substituer en fait des limons par des remblais dits conformes sur le plan sanitaire. Éventuellement, on va les cribler d'ailleurs, ces remblais, pour une valorisation agronomique ou géotechnique, on va le voir. Donc ici, donc, un jeu de substitution où en fait on va redonner vie à ces limons enfouis en les remettant à la surface des sols, une fois avoir substitué d'ailleurs des matériaux de remblais dépollués. Et puis en surface, on a constaté aussi pas mal de matériaux d'artificialisation, mais tout à fait réemployables pour produire des remblais techniques et géotechniques. Et en fin de compte, ces solutions nous permettent aujourd'hui de produire ce qu'on appelle un état intermédiaire. Je m'aperçois qu'on est quand même très tardif là et que j'ai pris la parole depuis trop longtemps, donc je vais essayer d'accélérer. Donc en fait, on est en capacité de renaturer, de désartificialiser les sols avec les ressources du même périmètre d'aménagement, à supposer qu'il y ait de ces ressources naturelles en sous-sol, et ce n'est pas toujours le cas, comme je vais vous montrer un peu plus tard. Mais l'avantage, c'est de gérer au niveau de l'aménageur, quand on est dans une maîtrise foncière, un état intermédiaire, et c'est nettement moins coûteux que de refiler la patate chaude à chaque constructeur, chaque promoteur, en lui revendant un terrain lui-même encore pollué, et donc en lui vendant moins cher. Donc en fait, l'idée là de l'aménageur, c'est de se dire, on nettoie complètement les sols, on les remet en vie, et comme ça, on peut vendre nos charges foncières au prix du marché, sans état d'âme, du côté de l'acheteur, promoteur, constructeur, qui pourrait nous dire, ah oui, mais vous nous laissez de la pollution sur site dont il va falloir qu'on s'occupe. Eh bien non, vous ne vous en occuperez pas, on aura déjà fait le boulot au départ, et si vous avez besoin de terre, on peut même vous en fournir. Voilà, c'est un peu l'esprit général. Donc, on a fait 3 plateformes de gestion de différents matériaux, la plateforme de dépollution, la plateforme de revalorisation des matériaux géotechniques de surface après criblage, et puis la plateforme dite agro qui redonne vie au limon profond. Je vous passe les détails. Tout ça, évidemment, engage des prescriptions de reconstitution de sol en connectant en fait les matériaux limonaux sous-jacents dont je vous ai expliqué la présence en dessous, avec justement des matériaux qu'on a également prélevés en dessous sur des emprises vouées à être bâties. Et donc là où ils ne sont plus utiles, eh ben on les réutilise pour remettre une couche de limon sur les limons sous-jacents qui existent déjà en les reconnectant. Et comme ça, on retrouve des sols surprofonds en connexion avec les limons naturels du dessous et par là même en reproduisant en fait les flux naturels qu'on connaît dans les habitats constitués dans la nature. Voilà, alors donc c'est des plans des sols fertiles qu'on peut réaliser, vous voyez, et ici ils sont en couleur versus les plans de revêtement de sol qui sont en clair et les plans de bâti qui sont en plus foncé. Donc tout ça s'organise, se mesure, se reconstruit en fait, se reconstitue en situation de ZAC en ville dense.
Bon, donc nous, on milite, alors c'est peut-être un peu loin là, de notre sujet ce soir, mais on milite pour l'émergence d'un concept de trame brune au niveau des documents de planification urbaine. Donc c'est aussi pour ça qu'on présentait notre approche au niveau du RNA, du Réseau national des aménageurs, pour sensibiliser le ministère sur le fait de l'intérêt de cette trame brune. Et on est heureux que ce sujet de trame brune figure à la synthèse de cette journée du 25 septembre, de cette journée RNA. Et puis, je voulais vous faire part aussi d'un projet plus francilien, puisqu'il a été financé par l'ADEME Île-de-France dans un appel à projet déchets économie circulaire. C'est un projet que finance Sol Paysage, donc aidé par l'ADEME, pour produire des sols fertiles dans un site en rénovation urbaine par transformation de terres excavées excédentaires venant d'un autre site d'aménagement. Autrement dit, ce que je vous ai présenté là un petit peu sur Strasbourg en vision purement dans le périmètre d'aménagement peut s'extrapoler à l'échelle régionale en travaillant sur la notion de site ressources et de site besoin. Donc, on a développé toute une méthode sur la base des données géoréférencées de l'Institut Paris Région, ex-IAU, et on a confronté en fait les sols de ressources que vous voyez ici indiqués en petits hexagones, et on voit bien qu'ils sont, eux, toujours situés en seconde couronne, confrontés à des sources de besoins de ces mêmes ressources qui sont figurées par les petites étoiles. Et donc, on a aussi en concurrence, parce que dans le raisonnement économique, c'est toujours plus simple d'aller mettre les choses à la poubelle que de les réemployer. Et donc, on voit aussi que ces zones de ressources, à côté des zones de ressources, il y a des poubelles qui les attendent pas loin si on ne sait pas les mobiliser vers les petites étoiles, pour faire simple. Donc, quand on fait un zoom, par exemple, dans l'Est francilien, on s'aperçoit qu'il y a les grandes ZAC de l'EPAMARNE qui peuvent fournir énormément de matériaux parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup en excès. Donc, j'ai eu comment dire, l'autorisation de la part de l'EPAMARNE juste de vous dire que ces choses ont été évaluées côté EPAMARNE et que globalement, si on cumule en fait les 2 millions de mètres cubes excédentaires sur les 6 prochaines années des bilans juste d'espace public de l'EPAMARNE, avec 4 millions de mètres cubes qui s'ajoutent à cela pour décaisser en fait les parkings en sous-sol et les fondations des bâtiments sur ce même périmètre d'aménagement de l'Est francilien, eh bien, Laurent Girometti m'a permis de vous dire que ça a été mesuré, que pour l'instant, il cherche des solutions territoriales pour éviter de mettre une partie des 6 millions de mètres cubes en 6 ans qui sont excédentaires sur le périmètre d'aménagement de Marne-la-Vallée. Donc, si vous voulez, avec 1 million de mètres cubes par an de bonnes terres limoneuses, on pourrait en faire quelque chose plutôt vers les petites étoiles, là, vers les zones de besoin. Hein, voilà un peu l'idée de bon sens, mais qui n'est absolument pas aujourd'hui gérée et qui ne fait pas l'objet du tout d'une gouvernance commune à l'échelle francilienne. Alors, pour vous dire qu'effectivement, les cartes sur les périmètres d'étalement urbain, alors là, on est très bien, très clair. On est sur, alors je ne sais plus, c'est une de ces actes là. Je ne sais pas si c'est celle-là. Bon, bref, je ne vais pas réussir à la replacer exactement, mais on est bien je crois, à Brie-sur-Marne ici. Non, pas à Brie-sur-Marne, pardon. Je ne vous dirai plus. Je vais peut-être le retrouver. À Roissy-en-Brie, pardon, c'est marqué. À Roissy-en-Brie, sur une opération Kaufmann & Broad. Kaufmann qui s'est fait tirer les bretelles parce que dans son étude d'impact, le volet pédologique là n'était absolument pas constitué. Et la DRIE ou la DDT leur a fait la remarque que leur étude d'impact ne passerait pas tant qu'ils ne donneraient pas à minima une vision de la réalité des sols sur leur périmètre d'aménagement. Bon, on ne leur a pas demandé de développer la séquence ERC, mais en tout cas, on leur demandait déjà de savoir de quoi on parlait sur le périmètre d'aménagement. Et là, on voit que des sols naturels magnifiques, évidemment, c'est des sols agricoles, qui vont se faire excaver gentiment avec un bilan non connu véritablement. Mais voilà, c'est pour vous montrer que, en fait, dans les études agropédologiques, on arrive à définir aussi un catalogue de matériaux
et que ce catalogue de matériaux va être très utile pour les fléchages nécessaires en économie circulaire si on veut réemployer ces matériaux de couverture pédologique vers soit le périmètre d'aménagement lui-même, soit d'autres périmètres d'aménagement. On a mené aussi cette étude-là pour Valoffice, un maître d'ouvrage qui avait cette petite surface d'environ un demi-hectare, je crois, sur le secteur Marne-la-Vallée toujours. Et vous voyez, on a développé l'idée selon laquelle qu'en fait, Valoffice ne pouvait pas du tout imposer à ces entreprises de revaloriser les sols, la couverture pédologique de ces sols, puisqu'ils n'avaient pas de solution de stockage à proximité. Et donc, on leur a fourni une étude qui leur a permis d'être en dialogue avec l'aménageur EPAMarne pour stocker 2000 mètres cubes à proximité de leur parcelle, de façon à pouvoir les réemployer sur leur propre projet. Ils avaient besoin d'environ 1300 mètres cubes 2000 mètres cubes pour faire 1300 mètres carrés d'espace vert sur leur propre projet. Mais quand il s'agit de construire, on n'a pas la place de stocker la terre, donc elle s'en va, quoi, en fait. Et puis, sinon, juste la possibilité aussi d'adresser 2500 mètres cubes pour d'autres besoins vers d'autres périmètres d'aménagement. Voilà, tout ça est documenté évidemment avec des études de sol très précises. Et versus, en fait, ce qui se passe au pied de la Défense, c'est-à-dire sur le périmètre des Groux, à Nanterre, où en fait là, quand on creuse, avec une étude de sol, si vous voulez, on est très très loin de ces beaux sols de plateaux limoneux, là, mais on est dans ce que c'est qu'un sol urbain bien artificialisé. Hein. Donc là, quand l'EPA PLD Paris La Défense nous a demandé mais qu'est-ce qu'on fait de ces sols, écoutez, nous, on dit on n'en fait rien, quoi, en fait. Hein. Et plutôt, on va chercher à les excaver, ceux-là, pour remettre en place des sols magnifiques, en tout cas des ressources issues de sols magnifiques en Île-de-France, c'est pas très loin. Et plutôt que de mettre les limons à la poubelle, on pourrait plutôt les mobiliser en priorité sur les Groux. Alors, j'attire votre attention là-dessus parce que, en fait, il y a des fois des points de vue divergents avec ce que je viens de vous dire, avec des gens qui font la promesse de faire de ça de beaux sols bien fonctionnels pour réduire les îlots de chaleur en plein cœur des Groux. Je pense que c'est une hérésie, quoi. Donc, voilà. Un sujet plus cartographique encore, mais c'est juste pour vous dire que si on compare la carte des sols de la région Île-de-France en 1960, sur les relevés de 1960, les pédologues, les scientifiques donc, qui font les cartes des sols, se proposaient de faire une carte jusqu'au périph'. Aujourd'hui, ils renoncent à faire une carte. Et là, c'est la dernière carte qu'ils ont faite en 2000. Et depuis 20 ans d'étalement urbain, la zone blanche, en fait, qui correspond à une impossibilité pour le cartographe pédologue à cette échelle-là, au 250 millième, de définir quoi que ce soit. Vous voyez, même les sols du bois de Vincennes et du bois de Boulogne sont cartographiés comme des sols artificialisés. Et bien, en fait, ils ne savent pas faire. Et donc, il va falloir qu'on réinvestisse cette connaissance du sol, en Île-de-France notamment, pour préciser les mailles et rentrer vraiment dans l'évaluation à la fois descriptive, mais aussi fonctionnelle des sols. Donc, voilà, moi, je propose effectivement de produire ces cartes pour développer le principe d'éviter, réduire, compenser. En foncier détendu, est-ce que ça permettrait de limiter l'artificialisation dans le cadre des PLUI? À ce stade, rien n'est moins sûr, mais il faudrait quand même essayer à travers un ou deux démonstrateurs de planification territoriale. Et puis, en foncier tendu, comme je viens d'en parler en Île-de-France, il faudrait que le principe ERC fasse que les terres excavées qui sortent d'un périmètre d'aménagement ou d'un lot à bâtir ne soient pas considérées comme des déchets, mais soient à mettre donc en décharge, mais bien des ressources à appliquer, enfin des ressources à destination d'une zone de besoin sur les zones de renouvellement urbain en Île-de-France. Voilà. Et donc, le ZAN peut-être va nous aider à tout ça. Alors, je vous donnais ces petits schémas, enfin ces petites illustrations de BD tout à fait intéressantes, définies par
Mathieu Huguetti pour le CEREMA dans le cadre du programme ADEME qui s'appelle MUSE. Et vous voyez, en fait, l'idée, c'est d'arriver un jour à avoir des cartes de sol à l'échelle du périmètre d'aménagement qui permettraient en amont des affectations programmatiques, en amont des plans masse, en fait, de pouvoir faire des choix qui respectent la ressource sol dans la séquence éviter, réduire, compenser. Voilà. Et donc, finalement, c'est tout un ensemble de solutions durables et opérationnelles existantes ou en cours de développement qui s'offrent aux aménageurs, mais bien sûr aussi aux architectes, aux constructeurs et à tous, et notamment aux citoyens, si cette conscience écologique se développe, pour préserver les sols et relever le défi de la nature de demain. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'ai été sans doute un peu trop long, j'en ai peut-être un peu trop profité, mais j'espère que tout ça vous sera utile pour vos réflexions et pour le débat qui peut-être encore peut avoir lieu. Tout à fait. Merci beaucoup, Xavier. C'était passionnant. Donc, on a eu plaisir à vous laisser du temps. Charlotte, est-ce que il y a Joanie qui a une question. Charlotte, je ne sais pas si tu peux lui attribuer lui ouvrir le micro. Ça fonctionne ou pas? Oui, j'envoie une demande de réactivation de micro et en théorie, ça devrait fonctionner. Joanie? Oui, allô, allô. Oui, je préfère que tu poses ta question en direct. D'accord, je n'ai pas d'image, ça ne fonctionne pas, désolé. C'est pas grave. Mais je vais pouvoir poser ma question. Alors, c'était tout à l'heure, dans le cours de votre présentation, alors que j'ai beaucoup apprécié. À un moment, vous parliez de substituer une partie du sol du dessous, je crois que c'était le limon, en le replaçant sur le dessus. Ma question, c'était qu'est-ce qui le rend de nouveau vivant? Voilà. Qu'est-ce qui le rend de nouveau vivant? Très bonne question. Bon, alors en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, sans rentrer dans vraiment l'intimité de la matière, mais même quand un sol naturel se fait plus ou moins décaper et recouvrir pendant 150 ans, il va y avoir une banque de micro-organismes et de graines qui va survivre plus ou moins. Plus ou moins. Mais bon, c'est résiduel. Donc, ce qui va apporter donc, la vie de nouveau, c'est notamment la remise en surface de ces limons d'une couche de matière organique. Je ne suis pas trop rentré dans l'ingénierie là, mais effectivement, l'ingénierie du vivant consiste à mettre des composts en surface, de les mélanger à la partie superficielle du sol. Ça, c'est un premier élément. Puisqu'en faisant ça, on va donner une base trophique en fait, aux animaux du sol pour se développer leur population. On va leur donner à manger du compost. Voilà. D'accord. C'est ça. Et puis ensuite, on va planter. Et on va planter notamment un couvert herbacé, d'une part, parce que, en fait, si vous voulez, les sols se sont co-construits avec le vivant à travers les millénaires grâce aux végétaux. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y avait pas beaucoup de végétaux, donc les sols n'étaient pas épais. Et plus les formations végétales se sont développées, plus l'écosystème s'est enrichi, plus les sols, partout où c'était possible, se sont épaissis. Alors après, dans la nature, ça donne des sols extrêmement différents. Les sols tout à fait rocheux de la pointe du Raz, par exemple, qui font que 2 ou 3 cm d'épaisseur et sur lesquels ne va pousser que quelques sédum ou quelques lichens. Et puis de l'autre, par exemple en Île-de-France, chez nous, des sols à Roissy qui font 4 mètres d'épaisseur parce que au Quaternaire, le vent, c'est le vent qui a amené en fait des sédiments éoliens par des très fortes dépositions en fait sur les couches géologiques du tertiaire. Donc tout ça pour vous dire que voilà, dans la nature, les sols mettent du temps à se réaliser. C'est ce qu'on appelle la pédogénèse. Mais dans l'ingénierie urbaine, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on va prendre des limons, on va mélanger du compost en superficie, on va semer tout ça. Les racines vont avoir un rôle très actif en fait de gestion microbienne aussi, puisque voilà, il y a beaucoup d'interfaces entre les micro-organismes du sol et les racines. Là-dessus, il va y avoir plein d'animaux intermédiaires aussi qui vont intervenir, comme des nématodes, des micro-archariens, etc.
et in fine, il va y avoir des vers de terre. Alors, pour les vers de terre, on va faire un régime spécial, c'est-à-dire qu'on va carrément déménager des vers de terre qui vivent naturellement dans les sols de pépinière. Et quand on plante des arbres, des arbustes en motte, issus donc non pas de système de culture hors sol, mais de culture de pleine terre, et bien, quand on va planter des arbres en motte, et bien, on va ramener des vers de terre, par exemple, et tous les animaux qui vivent naturellement dans les sols naturels des pépinières. Vous voyez? Et ça, en fait, les pépiniéristes ne le savent même pas. On n'a pas encore bien fait émerger ça, mais en fait, ils apportent énormément, en apportant de leur sol, de leur propre parcelle de culture, ils vont apporter pas mal d'ensemencement de vie dans ces limons profonds qu'on ressuscite quelque part. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et ça prend environ, si vous voulez, ce principe peut s'opérer, vous avez vu la plateforme agro, donc ça peut s'opérer sur une plateforme dédiée à cela, mais ça peut s'opérer aussi à travers le process d'aménagement paysager. C'est pour ça que l'agence Terre développe des stratégies d'anticipation de la trame paysagère et qu'on va produire des états intermédiaires où, en fait, sur le plan masse, même si ce n'est pas encore réalisé, ça va finir comme si il y avait des champs, en fait, dans lesquels on va aller pouvoir puiser quand on aura besoin de terre pour faire les espaces verts liés au bâti des lots à bâtir ou pour les espaces verts des espaces publics. D'accord. C'est ce que vous appelez ressources? Oui. C'est ça. Donc, des ressources sont mobilisables pour reconstituer des sols en leur redonnant vie, en fait, à travers le processus d'aménagement paysager et le processus de génie pédologique, c'est-à-dire de reconstitution de sol. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, Xavier, je voulais une précision. En fait, qu'est-ce qui, selon vous, permettrait d'inciter à aller plus dans le sens de la préservation des sols? Parce apparemment, j'ai lu un appel d'Alain Bonito et qui en fait était comment dire très remonté sur le fait que ça avance pas la situation et que visiblement un certain nombre de communes, y compris des préfets, font des autorisations d'aménagement qui sont pas du tout en accord avec les objectifs. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Comment est-ce qu'on peut articuler pour vraiment inciter les aménageurs, les préfets, les responsables dans les communes pour arrêter le massacre, entre guillemets? Oui, alors, je crois qu'il faut éviter évidemment de culpabiliser les gens. Il faut les accompagner vers une évolution de leur acculturation et une meilleure compréhension de leurs responsabilités sur ces enjeux. Mais globalement, ce qu'il faut, c'est juste appliquer la loi, quoi. C'est-à-dire faire en sorte d'appliquer le code de l'environnement sur la notion de sol à travers l'étude d'impact. C'est la première des choses à faire. C'est-à-dire en fait, développer une cartographie suffisamment précise du sol à l'échelle du territoire, du périmètre d'aménagement ou de la parcelle qu'on impacte. Et donc, le vrai sujet, il est sur l'autorisation environnementale des ZAC, des grands ouvrages d'infrastructure, pour limiter les choses qui sont visibles dans le radar. En fait. Dans le radar, parce qu'il y a plein de choses aussi qui passent sous les radars, et notamment les petits lotissements dans le champ de M. Michu, qui est le cousin du maire, à Trifouilly-les-Oies, quoi. Parce que celui-là, il n'y a pas d'autorisation environnementale, il n'y en aura jamais. Et s'il faut, payer la retraite de M. Michu parce que le régime agricole est à ce point peu solidaire qu'il n'a plus rien pour vivre, pour sa retraite, il vend sa parcelle et donc ça lui donne de quoi vivre pour sa retraite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, l'étalement urbain mesure l'artificialisation des sols, les cartes d'artificialisation mesurent extrêmement, beaucoup de choses de ce point de vue-là. Donc là, on est assez loin de l'Île-de-France parce que ce genre de choses, bien sûr, n'existe plus en Île-de-France, mais ça a beaucoup existé. Hein. Voilà. Et donc, en fait, pour bien faire, il faut d'abord mesurer l'impact
qu'on aura quand on va aménager, puis quand on va construire, et trouver la séquence de réduction de l'impact et voire de compensation de l'impact. Et donc, sur la question de la compensation de l'impact, j'invite moi à mobiliser les gens qui ont un impact et qui donc artificialisent pour mettre à la disposition, entre guillemets, leurs ressources de sol fertile vers des zones en renouvellement urbain. Là où on a besoin, en fait. Voilà. Et donc, ce serait une compensation qui s'opérerait entre maîtres d'ouvrage. Par exemple, on est maître d'œuvre sur le plateau de Saclay en tant que paysagiste sur voilà, le quartier de l'école polytechnique. Je travaille beaucoup avec l'EPA Paris-Saclay sur les excédents en fait, de limon qu'ils ont. Et donc, récemment, on a fait un point avec Paris La Défense sur justement les GROU. Et ce qu'attendent en fait la maîtrise d'ouvrage des GROU, c'est d'être en contact avec l'EPA Paris-Saclay pour trouver une solution de sourcing depuis une zone d'aménagement qui artificialise des sols en étalement urbain, comme le cluster Paris-Saclay le produit, au bénéfice de gens qui font du renouvellement urbain et qui n'ont pas cette ressource. Donc je pense que la reconnaissance et l'acculturation des élus, c'est la priorité des priorités. D'accord. Merci Xavier. On a d'autres questions. Je crois Aurélien. Est-ce que vous pouvez vous présenter éventuellement quand vous posez une question? Aurélien Stavy. Bonjour, vous m'entendez? Oui, alors ça résonne un peu, il y a de l'écho. C'est mieux là, je m'éloigne un peu. Ouais, c'est un peu mieux. Donc Aurélien Stavy, architecte. J'avais une question effectivement sur ce qui a été un petit peu évoqué, sur les initiatives un peu expérimentales là, pour renaturer des sols artificiels sans les remplacer par un sol naturel qui venait d'ailleurs. Et vous avez rapidement évoqué que c'était plutôt, à votre point de vue, une hérésie. Donc je voulais savoir un petit peu plus sur ce point et voir si on ne pouvait pas imaginer un processus pour reconstituer, en accélérer le processus naturel de décomposition de la roche-mère par les micro-organismes. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'utiliser, de remplacer la roche-mère par ces sols artificiels et de venir les renaturer en y apportant de la matière organique? Oui, alors, effectivement, il y a toujours possibilité, enfin, il y a toute une gradation, en fait, de solutions. Non, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que quand on est face à un sol artificialisé, il faut essayer déjà d'en comprendre la limite en profondeur. Parce que sous les couches d'artificialisation, dans la très grande majorité des cas, il y a des ressources pédologiques, voire géologiques, qui sont mobilisables in situ pour produire des sols fertiles reconstitués à partir de terres du périmètre d'aménagement. Donc ça, c'est le grand message, et c'est ce qu'on a trouvé sur les rives du Rhin. Comme dans les GROU, parce que avant d'établir le quartier, il y a eu, au début du XXe siècle, déjà une exploitation de carrière sur l'emprise, puis un remblaiement chaotique avec tout le poubellien supérieur du XXe siècle. Si vous voulez, là, moi, je dis nos futurs. Pourquoi? Parce que, en fait, il faut, dans ce cas-là, si vous voulez, la question, elle est programmatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas faire la promesse d'une adaptation au changement climatique, de limiter les îlots de fraîcheur, etc., si on n'a pas un sol éponge qui fonctionne fort. D'accord? Donc, bien sûr, on pourrait s'imaginer au GROU faire une plateforme, alors qu'on en a déjà besoin pour gérer la pollution ou pour gérer la valorisation de matière sur d'autres enjeux, notamment les enjeux du réemploi des graves à cribler pour refaire en fait des parties fonctionnelles de sol de route ou de trottoir. Bon, tout ça, c'est très utile, mais je pense qu'on n'aura pas beaucoup de place pour, comme on peut le faire dans les états intermédiaires de la SPL des deux rives, pendant 5 ou 10 ans,
des vastes étendues de sols qui reprennent vie. Donc, ce ne sera pas possible au bout. Mais bon, on pourrait se le permettre. Mais si vous voulez, de faire des petits démonstrateurs comme ça, je pense que d'ailleurs, Solideo essaye de le faire sur le secteur des Jeux Olympiques à Saint-Ouen, bon, etc. Non, mais il y a toute une philosophie qui est issue d'un programme qui s'appelle CITER et qui a été financé par l'ADEME et qui fait la promesse comme ça qu'avec des débris urbains, quoi, en fait, on puisse faire de beaux sols. Moi, je dis qu'on ne fera pas de très beaux sols avec tout ça, et je dis que c'est surtout une hérésie de ne pas mobiliser en fait les ressources extraordinaires qu'on a en périmètre plus éloigné du centre de l'Île-de-France, en seconde couronne, parce que l'alternative, sinon, pour ces matériaux-là, c'est de les mettre à la poubelle. Donc, en fait, il vaudrait mieux mettre à la poubelle les volumes de sol complètement défoncés qu'il y a déjà au Grou, d'en faire autre chose, quoi, en tout cas, mais pas des sols fertiles. Donc, effectivement, on peut remettre de la matière organique dans des graviats. Ça se fait tout seul, d'ailleurs, hein, ça marche, mais en fait, ça va donner des sols à très faible fonctionnalité, même s'ils sont vivants. Ça a mal poussé, quoi, dedans. Et on ne pourra pas valoriser l'eau des toitures pour faire des îlots de fraîcheur, non, avec ce type de sol. Mais il y a toujours possibilité d'améliorer des sols, parce que la nature est généreuse et qu'elle peut prendre son temps. Mais à l'échelle du besoin humain, appuyons-nous sur les ressources les plus fertiles déjà pour reconstituer des sols les plus fonctionnels, pour aussi, j'attire l'attention sur les enjeux de ségrégation sociale sur ces questions, c'est-à-dire que, évidemment, quand on va refaire la ville dense sur elle-même, on va adresser de forts besoins de logement, et notamment des besoins de logement pour les populations, les populations diversifiées, mais aussi pour les populations qui ont très peu accès aux espaces verts d'une manière générale, à la nature d'une manière générale, aux loisirs d'une manière générale, etc. Et donc, si vous voulez, moi je trouve ça gentil, mais pendant que des gens comme je suis, moi, hein, sont privilégiés, peuvent avoir leur baraque en limite d'un parc naturel régional sur une parcelle de 600 mètres carrés, etc. C'est la belle vie. Mais en fait, moi, voilà, dans mon pavillon, il y a des sols naturels. J'en suis bien heureux. Et j'ai des chênes qui poussent bien. Et je ne vois pas pourquoi on irait reconstituer des sols complètement dégradés avec des matières complètement dégradées en plein cœur de ville, là où il y a le maximum de population, le maximum de besoins et le maximum de besoins de loger des gens qui n'ont pas accès à la nature. Donc ça, moi, j'y tiens fortement, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu qui n'est pas uniquement environnemental. Il y a un enjeu qui concerne tout le monde et qui se fait au bénéfice d'un intérêt général pour remettre en place des sols de nature qui fonctionnent et pas simplement qui sont là parce que, je ne sais pas, quel laboratoire aura dit « Ah voilà, on peut reconstituer des sols fertiles avec des gravats ». Ouais, on peut, mais est-ce que c'est bien? Je ne pense pas, quoi. Voilà, pour être au bout de mon explication. Mais effectivement, vous avez raison, on peut avancer avec la nature dans ce cas. Mais il faut toujours se poser le problème, pourquoi on le fait et est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Effectivement, c'est très convaincant. En tout cas, si effectivement on arrive à une qualité qui est largement moindre qu'en utilisant quelque chose qui est de toute manière aujourd'hui considéré comme un déchet, je pense qu'effectivement l'argumentaire est convaincant. J'ai une autre petite question, si je peux me permettre, si on a encore le temps. Oui, alors 30 secondes Aurélien, et puis après on donne la parole à M. Vasselin, qui avait une question aussi. D'accord, je vais aller vite. C'est simplement savoir quelle est, d'après vous, la qualité systémique d'un sol qui se trouverait sous un bâtiment, et par exemple, qui pourrait légitimer des dispositifs de bâtiments sous pilotis, sur pilotis. Non, là, pour moi, oui. Alors, sur les aspects systémiques, c'est essentiellement sous le bâtiment. Qu'est-ce qui va rester, en fait? Il va rester le cycle de l'eau, en fait. Hein. Donc, c'est tout, quoi. Enfin, disons que si on doit mettre des bâtiments sur pilotis, c'est, à mon avis, essentiellement pour préserver une capacité d'infiltration sous le bâtiment, une capacité aussi de vie du sol, c'est vrai, mais du vie du sol vachement dégradé parce qu'il n'y aura pas beaucoup de racines pour y aller, sauf si effectivement, tout autour du bâtiment, il y a des plantes qui sont plantées. Dans ce cas-là, effectivement, les racines vont pouvoir, enfin, les racines,
des arbres, donc, vont pouvoir aller jusque sous le bâtiment, sous le vide sanitaire. Mais sinon, d'un point de vue d'un point de vue systémique, c'est essentiellement le cycle de l'eau qu'on va pouvoir ressourcer, qu'on va pouvoir adresser à cet intérêt de mettre des bâtiments sur pilotis. Merci. Oui, bonsoir, Pierre-Henri Valin, architecte. J'avais une question concernant la création de toitures terrasses végétalisées, bien sûr, quand je ne l'ai pas mis dans la question, mais je pense à des toitures végétalisées. À partir de quand vous pourriez estimer que ça devient du sol? Est-ce qu'il suffit juste d'un sédum et quelques centimètres ou, enfin, voilà, je ne sais pas si… Ok. Bon, donc, en fait, moi, j'ai essayé de bien pointer du doigt la question qu'il y a une très grande diversité de sols dans la nature. Et donc, ces sols ne vont pas être opérants avec le même degré fonctionnel. Hein, voilà. Donc, pour moi, si vous voulez, on peut dire que même avec un sol construit avec des résidus de mâche-fer ou de pouzzolane ou de briques ou de tout ce que vous voulez en toiture terrasse, eh ben, ce sera un sol un peu proche des sols du Cap Finistère, quoi. Enfin, pour faire simple, ou des sols de très haute montagne. Ce que je veux dire, c'est que c'est déjà une ébauche de sol, mais ce sol aura des capacités fonctionnelles limitées. Et plus on va développer d'épaisseur de sol, plus on aura de degrés de liberté pour intégrer des fonctions naturelles plus complexes et plus importantes en termes de volume fonctionnel. Parmi mes premières armes, en 97 déjà, 96-97, nous produisions l'accompagnement nécessaire à Michel Corajou et Atelier Lyon pour produire la dalle de couverture de l'autoroute A1 entre la porte de la Chapelle et le Stade de France. Ben, écoutez, voilà, sur 50 cm d'épaisseur, couche drainante comprise, quasiment, non, peut-être pas couche drainante, enfin bon, on n'a eu que 50 cm d'épaisseur, ben, vous verrez que le projet quand même recoue très bien les deux parties de la plaine Saint-Denis et qu'il y a des arbres qui poussent dans ces épaisseurs réduites et réduites à 50 cm. Bon, mais ceci dit, faire ce petit miracle n'est possible si et seulement si on arrose ces 50 cm de sol, voyez-vous. Ouais. Donc, en fait, la solution n'est pas que par le sol. La solution, elle est de comment aussi on cultive le sol, y compris à des fins ornementales. Et voilà, c'est très différent. Là, avec Rachel et Robert, on refait le SICTOM à Saint-Ouen, la grosse usine. Ben, on a développé des moyens considérables pour faire des sols de plus d'1,50 m, voire 2 mètres d'épaisseur en superstructure. Et là, on commence enfin, je dirais, à avoir des sols qui commencent à être franchement fonctionnels. Donc, on a réalisé la première tranche, là, juste à côté, juste sous la cheminée. Là. Bah, c'est intéressant, quoi. Je veux dire, de faire des sols hors sol. C'est des sols. Alors, évidemment, les puristes pédologues vont diront c'est tout sauf des sols, quoi, parce que ça n'a pas été produit par la nature. Mais on n'en est plus là au XXIe siècle. Au XXIe siècle, il faut savoir reconstruire la nature, puisqu'on l'a déjà tellement massacrée au XIXe et au XXe que si on ne reconstruit pas la nature là où nous vivons, nous, humains, on ne va pas avoir les services et les solutions portées par la nature. Oui, ce que j'avais en tête, c'était vraiment apporter du sol là où il n'y en a plus depuis des décennies, voire des siècles. J'habite en plein Paris, dans une résidence Oui. où la parcelle est entièrement bétonnée. Oui. Il n'y a pas un gramme de végétal, de terre végétale.
Et on se retrouve avec des entrepôts en sous-sol. On est sur une dalle, en fait, avec des entrepôts en sous-sol et des immeubles posés sur cette dalle. Enfin, entre guillemets, ils sont fondés évidemment au travers de la dalle, mais posés sur cette dalle et qui est recouvert d'un parking. Donc, la végétation se limite à 3 pots sur le parking, quoi. Bien sûr. Non, mais voilà. Non, mais les histoires de programmation il y a 800 habitants dans cette résidence. Par le haut, quoi. Dans le PLU parisien, ça ouvre la voie à trouver des alternatives. Mais chaque initiative sera bonne à prendre, quoi, je veux dire. Effectivement, c'est toujours un peu décevant pour nous autres de se retrouver en accompagnant des archis pour faire des toitures terrasses et qui nous disent on ne peut pas faire autre chose qu'un système Soprema extensif. Ok, on est frustré, mais d'un autre côté, on comprend bien que le coût de construction, si on commence à développer au R+8 des sols de 50 ou d'un mètre d'épaisseur, le maître d'ouvrage va peut-être pas pouvoir se le payer. Et donc, tout ça reste un compromis, quoi. Mais moi, c'est pas que je veux cautionner absolument les solutions minimales, mais elles existent aussi et elles ne sont pas forcément à mépriser, quoi, dans une stratégie générale. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres interventions, d'autres questions? Juste pour un petit peu d'autopromotion, Ecopolis, on a produit un rapport avec l'AQC sur les 12 enseignements à connaître pour la végétalisation du bâtiment existant. Donc, je vous invite à vous le procurer. On a effectivement travaillé sur toutes ces questions d'épaisseur de sol, etc. Xavier, est-ce que vous nous accordez encore un tout petit peu de temps ou peut-être Est-ce que vous pouvez juste désactiver votre partage d'écran parce que comme ça je pourrais annoncer les prochaines conférences? Je suis toujours en partage d'écran, moi. Je ne sais pas, j'avais une petite… Non, c'est bon? Peut-être. Non, moi, je ne suis plus en partage d'écran. Ok, je vais pouvoir lancer. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Allô, allô? Oui? Oui, il me semble que dans le chat, il n'y a pas de nouvelles questions. D'accord. Merci 6PO. Ça... les joies de la technique. Mais, écoutez, merci beaucoup Xavier. On était ravis de ce propos introductif finalement à notre cycle de conférences de cette année. Donc du coup, les prochaines dates, c'est le 9 novembre. On va vous présenter 2 opérations. Justement, il y a eu un travail de l'architecte et du paysagiste sur la renaturation du sol de l'école et d'une copropriété. On va essayer à chaque fois de proposer deux typologies de bâtiments. Et le 7 décembre, on essaiera de présenter un travail sur des friches, des zones délaissées et des zones commerciales, en fait, voir un petit peu ce que les solutions qui ont pu être proposées, mises en œuvre. Voilà. La conférence sera disponible en fichier sur le site internet très prochainement, je pense à partir de demain ou après-demain, d'ici la fin de la semaine, le temps de faire la petite compression vidéo qui va bien. Voilà, et pour ceux qui souhaiteraient avoir le support, donc Xavier me l'a transmis. Normalement, il est idéalement réservé aux membres d'Ecopolis, puisqu'on est une association, donc on a besoin de vivre un petit peu aussi. La cotisation individuelle n'est pas très élevée à l'année, donc voilà. Écoutez, merci beaucoup Xavier, merci à vous tous, et on se retrouve le 9 novembre. Voilà. Ok, super. Voilà, Charlotte, je te laisse fermer la boutique en enregistrant le fichier. Merci Xavier. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous.